Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue dans un nouvel épisode MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de la transition et de l'environnement. Midori veut dire vert en japonais, cast pour broadcast. Nous sommes dans une rubrique Kaya avec à mon micro Candice de chez Kaya. Bonjour Candice. Bonjour Michel. Pierre-Yves qui est notre invité Kaya et copreneur responsable. Et j'ai une question de départ. C'est de ton rêve d'adolescent à ce jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu es aligné avec ton rêve? On commence en beauté là, hein? Oui, pas mal. Salut Michel, c'est Candice. Il y a quand même un lien avec mon activité parce que j'ai toujours aimé la musique. Je n'en faisais pas moi-même. Je suis devenu DJ et au travers de cette activité, j'ai rencontré un mec super qui est devenu mon associé dans Econova, dont on va parler aujourd'hui. Voilà, la transition, c'est de la musique à l'entrepreneuriat. Et tu es aligné avec ton rêve alors? Oui, tout à fait. D'ailleurs, on continue de temps en temps à mettre un peu de musique. Alors, tu as lâché le mot du nom de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous présenter ton activité et en quoi surtout elle se distingue d'autres entreprises? Bien sûr, donc Econova, c'est une plateforme de crowdfunding, de financement participatif. C'est donc un site internet sur lequel les citoyens peuvent prêter de l'argent et recevoir des intérêts dans des initiatives qui sont alignées avec nos valeurs, c'est-à-dire la transition écologique et le développement durable. On existe depuis 2016, on a plus de 100 millions d'euros qui ont été collectés auprès des citoyens dans 120 initiatives, si je ne me trompe pas, en Belgique et aux Pays-Bas. Impressionnant. Moi, j'ai toujours une petite curiosité par rapport au pourquoi des choses. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Quelle est la raison d'être finalement d'Econova? La raison d'être, elle est à trouver d'abord dans nos études, puisque au départ, Quentin et moi, nous sommes ingénieurs dans le secteur des énergies renouvelables. Il existait déjà des initiatives avec des coopératives citoyennes, mais on voulait, je dirais, un petit peu dépoussiérer à l'époque l'approche, on voulait la rénover, on voulait faire de la dette plutôt que du capital, donc plutôt que d'être coactionnaire d'une éolienne, on voulait apporter un produit qui ressemblait plus à un produit d'épargne offert par les banques traditionnelles. Ça nous a conduit à créer Econova, où finalement on voulait accélérer la transition énergétique. On voyait les comptes épargne qui étaient avec de l'épargne disponible, on voyait une transition énergétique à la traîne, et on voyait surtout, et c'est peut-être ça le point de départ, c'est l'opposition malheureusement des citoyens dans des initiatives locales pour des éoliennes. Et on s'est dit qu'on pouvait compléter ce qui existait déjà avec les coopératives avec une formule un peu différente. Souvent, les citoyens sont parfois militants et engagés pour l'environnement, mais justement oublient d'un autre côté qu'ils ont de l'argent sur une banque classique, sur un compte épargne, qui lui a un impact nettement moins positif et nettement moins rose que ce qu'ils pensent s'ils ne se posent pas la question, s'ils ne se questionnent pas sur cet argent. C'est une bonne remarque. Je crois que, pour faire écho à ce que tu dis, Michel, ça me fait penser au fait que finalement, dans les coopératives, il y a déjà les gens convaincus, en fait. Ouais. Disons que ça représente 15% des gens, ils sont convaincus, ils sont déjà dans plusieurs coopératives, peut-être éoliennes, peut-être agricoles. À l'autre bout du spectre, il y a 15% des gens qu'on n'arrivera jamais à convaincre. Et moi, ce qui m'a intéressé avec Quentin, c'était le ventre mou, c'est les 70% des gens qui ne se posent pas trop de questions, qui continuent à épargner de façon traditionnelle, qui ne se rendent pas compte de l'impact que peut avoir leur épargne en le mettant au travail dans l'économie réelle, a fortiori dans des initiatives positives. Ça a toujours été notre moteur, c'est d'aller essayer de faire bouger les 70% d'indifférents, entre guillemets, puisque ceux qui sont déjà actifs sont convaincus par la transition énergétique. Ce qui est intéressant, c'est ceux qui sont inactifs. Pour aussi donner un vrai coup de boost à cette transition. Alors, ça, c'est le rêve. C'est le rêve quand on démarre comme entrepreneur. Et puis, il y a la réalité. On est des pragmatiques. On est aussi ingénieurs de formation. On fait nos calculs. Et on se rend compte que Econova a collecté 100 millions. Alors, d'un point de vue, ça a l'air beaucoup. Et en fait, c'est rien du tout. Il faut garder la tête froide, il ne faut pas s'octroyer des lauriers qu'on n'a pas. On essaye de faire les choses bien, on essaye de faire les choses avec beaucoup de conscience, mais il faut aussi se rendre compte qu'en 8 années d'activité d'Econova, on constate que les pouvoirs publics n'ont pas solutionné la crise énergétique, ne semblent pas disposer d'une feuille de route à long terme. Et donc, on est motivé, on est transparent, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Mais il faut aussi se rendre compte qu'on pourrait avoir encore plus d'impact et malheureusement, ça mériterait d'être encore plus mis en avant, quoi. Au niveau des citoyens, c'est quoi le plus gros frein? Comme je disais, je suis un pragmatique. Donc, je suis un entrepreneur, je me lève le matin, j'essaie de faire mon job, de le faire avec passion. Donc, je ne suis pas là pour pointer du doigt les institutions. J'essaie de m'adapter à mon cadre et je crois que ce qui caractérise les entrepreneurs, peut-être encore plus les écopreneurs, puisqu'ils doivent vraiment s'adapter à un monde qui n'est pas toujours adapté à leur vision, il faut être pragmatique, il faut bosser. Donc ça, c'est le premier point que je voulais dire, Michel. Ensuite, sur les freins, je crois qu'on fait face à de nombreux produits d'investissement dans tous les sens, qu'ils soient
au plus proche de l'économie réelle ou qui soit au plus dématérialisé comme avec les crypto-monnaies. Je crois qu'on fait face aussi à un certain manque de connaissances, raison pour laquelle on est très motivé à faire de la pédagogie sur notre site pour expliquer les choses avec des lexiques, avec des FAQ, avec une documentation qui est extrêmement transparente, je crois. Et je crois aussi que par rapport à notre initiative, il faut se rendre compte que bien que la transition énergétique n'avance pas aussi vite qu'on le voudrait, les institutionnels, donc les personnes qui financent potentiellement cette transition, sont plus nombreux qu'on l'avait envisagé. Il y a en fait beaucoup d'acteurs, que ce soit des acteurs bancaires, des family office, des institutionnels. Il y a des produits en bourse, il y a des produits non cotés. Bref, il y a beaucoup plus de produits qu'on l'avait imaginé. Et finalement, il faut batailler. Et je crois même que c'est le secteur de la transition énergétique. Donc Econova ne prend pas tous les champs de la transition. On s'est concentré finalement sur le carbone au travers de la transition énergétique. Et on constate qu'il y a vraiment beaucoup d'acteurs sur le marché. Et donc, il faut batailler pour être présent. Et arriver à se différencier. Oui, alors se différencier à la fois de ces acteurs que j'ai cités, puis de nos confrères concurrents également, puisqu'on n'est pas les seuls sur ce marché. Encore plus depuis que le marché est devenu européen. Donc maintenant, on est une plateforme européenne. On peut s'adresser à tous les Européens. Et je crois que pour justement essayer d'exister, au-delà de la sélection des projets, vous l'avez compris, on essaie de choisir des chouettes projets. Des projets liés à la transition énergétique, je l'ai dit, mais liés également à l'immobilier. Dans le secteur immobilier, ça représente 20 à 30% des émissions de carbone liées au chauffage notamment. Et donc, on soutient des projets qui sont qualitatifs, mais pas seulement par leur isolation ou leur qualité énergétique. On analyse également la localisation, la mobilité, éventuellement les innovations en matière de construction. Et on a également les PME, donc le financement de croissance de PME qui active chez nous, c'est nos critères, au moins 2 objectifs de développement durable. Donc, on a des critères de sélection sur les produits qu'on finance, donc les entrepreneurs et leurs projets, mais on essaye aussi de se différencier par nos propres actions, puisque on est la première Bicorp de la région liégeoise, la 40e, je crois, en Belgique. Une certification Bicorp très exigeante, malheureusement méconnue. C'est toujours un petit peu regrettable de passer 1 an à obtenir ce certificat et se rendre compte que peut-être au sein des auditeurs qui nous écoutent, tout le monde ne sait pas ce que c'est. C'est un certificat international indépendant. On retrouve des marques comme Patagonia qui sont certifiées Bicorp, par exemple. On analyse les chiffres, mais on analyse aussi notre carbone, puisqu'on fait notre comptabilité carbone depuis plus de 3 ans maintenant. Ah oui. Comme on est une société de service, on n'a pas nos propres bureaux, on n'a pas de véhicules, on n'a pas énormément de leviers pour diminuer de façon directe nos 3 piliers liés aux émissions carbone. Donc, du coup, on offset et on le fait avec des initiatives locales, avec de l'agriculture régénérative au Benelux. Super. On a une charte éthique et c'est un élément que je voudrais ajouter, c'est la transparence. Et on y reviendra, je pense, dans le reste de l'interview. Alors justement, je sens beaucoup de fierté dans ce que tu nous partages et je crois que c'est à juste titre. Et j'ai envie de dire chapeau, monsieur. Ça va mener à la question qui va suivre, c'est en termes de gouvernance, parce qu'on parle ici de gouvernance quelque part de ton entreprise. Je ne sais pas combien vous êtes de personnes, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend aussi fier en termes de gouvernance, de gestion de ton activité? Déjà, d'abord, c'est une super équipe et je les salue. Moi, j'envisage la transition, quelle qu'elle soit, il faut qu'elle soit faite de façon à pouvoir être accélérée. Donc, il y a une dimension accélération, il y a une dimension focus, précision. Et là, j'en appelle, je crois, mes compétences d'ingénieur. Il faut bien qu'il reste quelque chose. Donc, il y a un côté un peu, est-ce que c'est scalable? Est-ce qu'on peut faire accélérer et grandir? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que les gens qui nous font confiance, on a 13 000 clients, est-ce qu'ils trouvent que ça sert à quelque chose? Et ne pas s'arrêter simplement à l'impact qu'on essaye d'avoir, mais il faut que tout soit aligné et il faut que le produit ou le service soit bon. Il faut que tout ça soit fait avec des missions et des valeurs qui soient transparentes. On a par exemple publié une charte éthique. On publie toute notre méthodologie d'analyse de risque. On fait des produits financiers, donc on analyse la dimension financière des choses. Toute notre méthodologie est transparente et en ligne. Et je crois que le mot, je reviens dessus, qui pour moi me rend le plus fier chez Econova, parce que ça traite à la fois de la partie financière, mais aussi de la partie non financière, avec ce qu'on a évoqué sur le carbone et le Bicorp, c'est la transparence. Et dans un métier financier, je crois que c'est une valeur à laquelle toutes les institutions devraient souscrire. Ça vaut son pesant d'or, j'ai envie de dire. Voilà. Oui, et surtout, la transparence amène à la crédibilité. Oui, c'est tout à fait correct. Et en fait, on parlera sans doute du greenwashing tout à l'heure. Je crois qu'on n'est pas parfait chez Econova. On n'est pas des surhumains. On ne va pas arrêter le réchauffement climatique demain. On ne prétend pas le contraire. Mais tout ce qu'on fait, on le fait avec transparence, de sorte que, d'une part, ça sert à éduquer les gens. Ils peuvent faire leur propre opinion. Et ça sert aussi à éviter qu'on prétende faire quelque chose qu'on ne fait pas, puisque la transparence est une sorte de garde-fou. Les gens peuvent vérifier les informations, qu'elles soient financières ou non. Et vraiment, c'est quelque chose qui est... Alors, ça va sans le dire, ça va mieux en le disant. Normalement, quand on fait du crowdfunding, il faudrait que nous et nos confrères, ce soit la valeur numéro 1. Je ne prétends pas qu'il y a qu'Econova qui fait ça, mais je veux dire, c'est vraiment une valeur très importante. Je dirais que ça résume bien, ça aligne bien tous les éléments qu'on met autour, et y compris, et j'en suis aussi très fier,
la qualité de nos analyses financières. On ne veut pas faire ça à la petite semaine. On ne peut jamais, selon moi, se contenter de l'impact. Il faut que tout ce qu'il y a autour qu'on prétend faire doit être au top aussi. Donc, nos analyses financières, nos documentations légales, et c'est une autre sphère, un autre spectre, mais qui englobe le tout, je crois, dans notre mission. Une approche complète, quoi. Exact. La semaine passée, je t'ai transmis donc les différentes propositions politiques sur lesquelles Kaya travaille et pour lesquelles Kaya plaide pour un changement de paradigme dans notre société. Tu t'es arrêté sur celle de la publicité, où on propose d'encadrer la publicité et de lutter contre le greenwashing. En quoi finalement est-ce que l'adoption de cette mesure pourrait avoir un impact sur le développement de Econova? Moi, ça m'a touché cette question parce que j'y pense tout le temps quand je fais de la pub. Parce que faut pas se mentir, les initiatives qui sont innovantes, différentes, elles naissent, mais elles ne grandissent pas sans publicité. Il faut les faire connaître. Alors, ça peut être par la presse, ça peut être par le digital ou de la publicité plus traditionnelle. Et je suis notamment en charge de ces questions-là. Et donc, la crainte que notre communication puisse être attaquée comme greenwashing, c'est quelque chose qui m'anime souvent. Donc, je me pose souvent la question. Et bien souvent, lorsqu'on est une équipe créative au niveau marketing, parfois les superlatifs ont tendance à fleurir dans les communications, donc il faut toujours être un peu prudent. C'est quelque chose qui m'interpelle, qui m'anime, mais finalement, ce qui m'inquiète, c'est de savoir, attention, il ne faudrait pas qu'on dise que c'est vert foncé parce que c'est très durable, alors que c'est peut-être juste vert clair. Je dirais qu'on se pose la question, mais dans un champ, je crois, où nos missions, nos valeurs sont déjà, notre transparence sont déjà, je dirais, pas mal par rapport à la moyenne. Ce qui est plus préoccupant, c'est finalement quand on prétend que ce soit vert ou vert clair, alors que c'est gris. Ça, c'est un vrai problème parce qu'il y a un enjeu autour un petit peu de la protection des consommateurs, la protection de la planète, la qualité des produits et des services. Donc, il faut de la publicité, je le crois, et j'en suis une démonstration, j'en ai eu besoin. Mais je pense qu'il faut sans doute trouver des mécanismes pour pouvoir garder un très haut niveau standard d'éthique, je crois, dans le secteur. Rester très honnête. Rester très honnête et transparent, et que si à un moment donné, on constate que ça ne va pas et qu'il n'y a pas une autorégulation qui se fait, comme humblement j'essaye de le faire quand j'essaie de calmer mes équipes créatives sur certains superlatifs, bien, si cette régulation ne se fait pas, a fortiori dans des secteurs qui sont critiques par rapport à l'environnement, eh bien alors peut-être qu'en effet, il faut légiférer ou il faut amener des choses au niveau des institutions. Il faudra vous mettre en contact avec Give Action, je ne sais pas si tu les connais, ils sont aussi membres de Kaya. Tout à fait. Vous les verrez à l'AG. Très bien. Petite parenthèse faite, je te relaisse la parole, Candice. Oui, s'il y avait finalement un changement à faire dans le système actuel pour que Econova soit considéré non plus comme une alternative mais comme la norme, ce serait quoi? La réponse facile, ce serait, mais ce n'est pas celle-là que je veux défendre, mais je veux en parler parce que ça existe dans d'autres pays. Un pays comme la France a vu se développer le crowdfunding parce qu'il y avait des incitants fiscaux, il y avait des incitants, je dirais, pour les développeurs éoliens à faire participer les citoyens avec un reward financier, que ce soit dans la poche du développeur ou dans la poche du citoyen. Alors ça, c'est un peu le shortcut, quoi. C'est un petit peu, voilà, si je veux une solution simple et rapide, chers femmes et hommes politiques, allez-y, mettez des avantages fiscaux. Cependant, je trouve que c'est un peu trop facile et qu'il ne faut pas oublier de bosser, il faut aller le mériter, il faut le vouloir. Donc, je pense que l'éducation, finalement, on revient souvent à ça, l'éducation financière ici, c'est vraiment essentiel pour que les gens puissent prendre des décisions éclairées et en autonomie, je dirais. Et par rapport au greenwashing et par rapport aux publicités qui ne sont peut-être pas ce qu'elles sont, ou en tout cas les messages clés qui ne sont pas ceux qui sont prétendus être, je crois que ça participe à ça, en fait, à pouvoir laisser les gens décider. Je suis plutôt dans une approche entrepreneuriale où les gens peuvent avoir la liberté de décider et de faire leur propre opinion. Donc, je voudrais travailler sur ça. Ça me lance une perche, une porte ouverte à la question qui va suivre. Tu as un super pouvoir et tu as vraiment ce pouvoir de changer tout ce qui ne va pas en un claquement de doigts. Une super baguette magique, t'en ferais quel usage? Alors attention, parce que voilà venir la réponse de Normand. J'adore. Je crois que je suis à la fois pragmatique et en même temps, je trouve qu'on est dans un monde où on manque de pondération, on manque d'analyse, on manque de discernement pour peser le pour et le contre et pour essayer d'avoir un débat réfléchi et posé. Est-ce qu'on est en manque d'analyse ou est-ce qu'on a simplement une difficulté de faire la part du vrai et du faux dans la quantité d'informations qu'on reçoit avec beaucoup de fake news et des vraies news et des nuances qui ne sont pas présentes? Eh bien, c'est comme l'entrepreneuriat, ça demande du travail. Donc, je crois que l'info est là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont de bonne volonté, qui ont une tête bien faite. Donc, il faut peut-être juste un peu ralentir le rythme et se poser des questions, en fait. Et oui, je crois. C'est un peu difficile de répondre à la question sur la baguette magique parce que je trouve que, par exemple, ce qui me vient à l'esprit, c'est on arrête tout de suite le financement des énergies fossiles. Et on constate que c'est pas toujours aussi simple. Par exemple, par rapport à la mobilité électrique pour les voitures,
eh bien, ça met en difficulté certaines personnes qui ne peuvent pas forcément prendre les transports en commun et pas non plus encore s'acheter une nouvelle voiture électrique. Donc, c'est des mesures, je trouve. Alors, oui, je crois qu'en tout cas, décarboner un maximum, ce serait formidable. Ce serait peut-être là que j'irais avec ma baguette magique parce qu'on se rend quand même compte que le bien-être, la prospérité, le savoir se prolifère, je dirais, quand on trouve des grandes solutions liées aux énergies. Dans l'histoire, ça a toujours été le cas. Donc, je crois que ce serait sans doute faire avancer les énergies les plus propres et stopper celles qui émettent le plus. Mais j'en appelle vraiment, je rappelle l'importance de cette nuance, cette pondération, cette réflexion qu'il faut avoir et que malheureusement, rien n'est simple, et a fortiori dans un pays qui contient une telle lasagne institutionnelle qu'est la Belgique. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, d'être membre de Kaya? Alors, parfois on se sent un petit peu seul dans nos initiatives, on se sent parfois un peu incompris. On essaye de faire les choses bien et puis on croise des gens sur notre route qui ont les mêmes problématiques. Et donc, c'est finalement, je crois, le lien entre ces mesures, ces réflexions, ces plaidoyers et puis l'entrepreneuriat. Moi, je suis vraiment un fervent défenseur de la liberté d'entreprise et le faire avec conscience. Et donc, c'est cette rencontre finalement entre l'intérêt des entrepreneurs d'une part qui essayent de faire les choses bien et puis avoir finalement une boîte de résonance parce que, CEO, c'est en fait Chief Everything Officer au bureau, Quentin et moi, donc on fait tout. On est parfois un petit peu débordé par la quantité de travail qui doit être fait. Et avoir des relais pour pouvoir servir de porte-voix, ça peut être intéressant. Raison pour laquelle on est membre de Kaya. J'aimerais te remercier pour ton partage, pour apporter les bonnes énergies, les bonnes vibes que tu dégages dans ton projet. Merci Candice de m'avoir prêté ta voix pour avoir une voix féminine aussi dans ce podcast qui est parfois un peu trop masculin. Merci Michel pour l'invitation. Merci beaucoup à toi Pierre-Yves aussi parce qu'on ne le voit pas mais il a un sourire, il a une banane de fou. Et ça fait vraiment plaisir à voir. On ne le voit pas mais on l'entend. Oui. Peut-être. Merci à vous en tout cas. Alors moi j'invite les auditeurs et auditrices à utiliser un petit lien qui est dans le test descriptif du podcast et ce lien mène vers un voicemail. Vous pouvez cliquer dessus, il y a une page du navigateur qui s'ouvre qui demande « Autorisez-vous le micro ?» Oui. Et en cliquant sur le petit bouton, ça enregistre immédiatement. Vous pouvez laisser un message à Candice ou à Pierre-Yves, une question, une remarque, une gratitude, une suggestion. Tout est bienvenu. Alors, pas de panique, vous pouvez réécouter avant d'envoyer, vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez. L'envoi du message vocal ne se fait pas tant que vous n'avez pas encodé votre email et appuyé sur le bouton « Envoyer ». Donc, no stress, on ne mange personne. On attend vos messages avec impatience et on se retrouve pour de prochaines aventures. Kaya et MidoriCast. À bientôt. À bientôt. À bientôt. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory.org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.